Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est bon. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour l'antépénultième débrief de la saison 2021-2022. Monaco se déplaçait au stade Pierre-Mauroy en journée avancée de cette 36e journée. Et Monaco s'est imposé 2-1 grâce à 2 buts de son taulier, de son patron, de son futur ancien patron très certainement. Et pour débriefer cette rencontre, je serai avec Damien et Patrice. Salut messieurs. Salut à tous. Salut. Comme je le disais, ouais, Monaco voilà, qui donc s'impose à Lille, qui continue sa série de 8 victoires. Mais bon, nul doute que vous allez en parler dans vos 3 points. Donc justement, messieurs, quels sont vos 3 points de cette rencontre au-delà du résultat un peu soporifique? Je commence. Allez. Vas-y. Oui. Alors mon premier point, c'est que bon, c'est vrai que c'était pas notre meilleur match ce soir, même si l'essentiel est acquis. Je dirais même c'est surtout un peu le retour du sentiment un peu de crainte, de peur, de se faire remonter en fin de match qu'on n'avait pas vécu depuis quelques temps, parce que on avait quand même sur ces derniers matchs, on avait quand même plutôt été serein et là, c'est vrai que on a finalement un petit peu eu peur. Donc, ça faisait longtemps que cette sensation avait un peu chassé notre esprit. J'étais pas spécialement heureux de la retrouver, je dois dire. Le deuxième point, c'est que c'est notre deuxième meilleure série de l'histoire en championnat sur une saison. Je précise bien sur une saison oui. Et en Ligue 1. Moi j'ai dit en championnat, donc voilà. Donc c'est vrai que il y aura un petit papier à venir, vous inquiétez pas sur la diagonale pour en parler plus en détail, mais voilà, on a quand même c'est quand même un petit morceau d'histoire là qu'on est en train d'écrire aussi, mine de rien. C'est pas du tout anodin, donc bravo à ceux qui en sont les acteurs et qui le réalisent. Et puis le troisième point, c'est alors c'est un petit peu extérieur en fait, c'est Badiachil, c'est l'interview de Badiachil là qu'on a eu à chaud sur Prime Amazon et j'ai beaucoup aimé en fait son body language, pardon. On a senti quand le journaliste lui a dit ce soir vous êtes deuxième. Tout de suite, il y a eu un sourire, quelque chose de franc, et en fait, quelque chose on sentait vraiment que il y avait une vraie joie d'avoir atteint cette place et que ça, je pense que ça répond d'une manière ou d'une autre à un vrai objectif, à une vraie envie qui guide en ce moment tout le groupe et la dynamique qu'on voit et je trouve ça vraiment positif. En tout cas, j'ai aimé ne serait-ce juste de voir cette réaction et j'ai l'impression, j'espère en tout cas que c'est bon signe pour la fin de saison. Patrice, tes 3 points. Mon premier point, c'est Tchouaméni et rien d'autre, parce que heureusement qu'il est là ce soir, parce qu'on pourrait quasiment dire que le score c'est 2 Tchouaméni et 1 Lille. Tellement que ça a été compliqué, surtout sur ce deuxième but qui sort vraiment de nulle part sur une frappe de quasiment 35-40 mètres qui finit sur le poteau, qui vient vraiment aller nous sauver un petit peu sur cette fin de saison pour aller espérer avoir cette deuxième place justement. J'ai trouvé qu'on a été vraiment très très dur sur ce match aussi, et attention parce qu'il nous reste encore 2 matchs à faire contre Brest et contre Lens. Mon deuxième point, forcément, c'est cette victoire, cette 8e victoire consécutive qui est vraiment très très impressionnante et qui met surtout la pression sur nos adversaires qui vont devoir jouer juste après et qui sont pas dans une spirale de forme comme la nôtre, bien au contraire, et qui en plus vont se rencontrer la prochaine journée. Rennes, ça va, je crois, sur la dynamique. Rennes, c'est pas mal.
J'avais en tête quand même qu'ils ont perdu contre nous. Après, j'ai pas suivi leur résultat. Qu'ils avaient déjà perdu le match d'avant ou... Derrière, ils ont fait 2 victoires de suite, donc ils sont plutôt bien rattrapés. Ouais, ils sont rattrapés. Ouais, bon, c'était pas... Même si aussi dans le jeu, ils sont pas forcément été très flamboyants, mais ils ont repris le rythme. Ouais. Et oui, donc, pardon. Voilà. Et mon dernier petit point, juste un petit mot sur Clément, ça fait longtemps que j'en avais pas parlé. Sur le choix déjà de Maripane, qui est assez surprenant, perso, je m'attendais vraiment plus à ce qui réaligne Disasi, on va pouvoir en parler tout à l'heure de toute façon sur la compo, même si le choix de Maripane peut se comprendre aussi, hein, depuis le début de la saison, il nous fait quand même des très bons matchs, mais voilà, c'était surprenant qu'il fasse un choix qui n'aille pas dans la suite de toutes ces victoires consécutives où il avait établi une charnière, même si elle était forcée par l'absence de Maripane. Et après, par le choix de sortir Ben Yedder aussi rapidement dans le match, je ne l'ai pas senti spécialement fatigué, ni hors du jeu. Voilà, donc je trouvais assez surprenant qu'il le sorte. Il avait bien réagi pour Golovin qui n'était pas dedans. Il réagit absolument pas sur Vanderson qui pour moi, il faut absolument le sortir, parce qu'il fait vraiment rien dans le match à part son action sur le but. Voilà, donc j'ai trouvé ces choix un peu surprenants quand même au niveau tactique. Voilà, c'était tout. Et de mon côté, je l'ai mis en premier point forcément la série des 8 victoires, donc toujours envie pour l'exploit, tirer le miracle, parce qu'on peut parler d'un miracle hein, si on termine la saison comme ça et qu'on accroche le podium. On est même carrément second, voilà, vous l'avez dit, évidemment, c'est parce que les deux autres n'ont pas encore joué. Marseille va mal, Marseille va très mal, en plus ils ont perdu Payet, qui quand même tient l'équipe, en tout cas offensivement, quasiment à lui tout seul, donc c'est un énorme coup dur pour eux. Rennes, ils vont enchaîner fort, parce que eux, ils vont jouer Nantes, mais Nantes jouant la finale de Coupe de France, ils vont s'enchaîner en semaine Nantes, puis Marseille 3 jours après. Ça peut aussi avoir un petit effet sur leur réception de l'OM. Donc ouais, on peut commencer clairement à croire au miracle. Le prochain match, a priori sur le papier, il est plus que prenable. Et puis on verra à Lens, comme l'année dernière, en J38, on devait gagner, on ne l'avait pas fait, et ça s'était quand même bien passé. On verra cette année comment ça va se passer. Le deuxième point, c'est évidemment Tchouaméni. J'ai mis taille patron avant un départ. Voilà, il y a 5 matchs, j'ai ironisé sur le fait qu'il nous restait 5 matchs, ou plutôt 4, puisqu'il allait être suspendu. Bon, il nous en reste 2, à moins qu'il nous prenne un rouge, mais bon, il nous en reste 2, donc qu'on en profite. Et mon dernier point, c'est sur ce qui s'est passé cette semaine. En C3, voilà, la finale sera donc Francfort-Glasgow Rangers. Voilà, et qu'on me dise pas qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose de grand cette saison, et que les regrets, quoi qu'il arrive, ils seront immenses dans cette fin de saison. Je le répète, une Coupe de France sans le PSG, une C3 où, avec tout le respect que j'ai pour Glasgow, mais Glasgow, ils se sont fait punir 2 fois en poule par Lyon. Hein. Donc voilà, c'est Francfort, ok, c'est pas... Ouais, c'est pas Manchester voilà, United, Villarreal, quoi. Non, voilà, ou c'est pas Barcelone qui était encore en lice quand on se fait sortir, ou même Porto. Enfin, Porto s'est fait sortir en même temps que nous, mais bon, bref. Donc, énormément de regrets, quoi qu'il arrive, pour cette saison, et c'est terrible, quoi. La finale de C3, elle est en dessous de la finale de C4, il faut quand même le dire, quoi. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Enfin, en dessous, sur le papier, et en termes de CV de club. La compo maintenant, messieurs, donc on l'a dit, hein, globalement on reprenait les mêmes. Il y avait le retour des suspendus, bien entendu, Vanderson, Tchouaméni, titulaire indiscutable. Par contre, Patrice, tu l'as dit dans tes 3 points, il y avait la petite surprise, c'est que Maripane restait titulaire à la place d'un Disasi, alors que pourtant, ouais, cette charnière, donc Disasi-Badiachil, c'était celle des 6 victoires d'avance, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Mais c'est surtout, il était capitaine à chaque fois que Ben Yedder était pas là, quoi, il sortait là. Donc, preuve vraiment que Clément comptait sur lui, quoi, qu'il avait de l'importance. Plutôt bon en plus sur les derniers matchs, qui formait une très bonne charnière avec Badiachil. Donc, voilà, le choix qui peut surprendre. Après, comme je disais, Maripane fait une bonne saison pour moi, et peut-être que ça peut s'expliquer parce qu'il savait qu'on allait jouer vraiment très très bas et qu'on n'avait pas forcément besoin de la vitesse de 10 à 6, parce qu'on sait que Maripane, dès qu'on joue un peu trop haut et qu'il faut revenir, la vitesse c'est pas trop son truc, on arrive très facilement à se faire prendre dans son dos. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pu choisir un guerrier, quelqu'un qui allait bien défendre derrière sur sa ligne, plutôt que 10 à 6. Ça pourrait s'expliquer comme ça. Bon, après, on a pu voir, malheureusement, ça nous a peut-être coûté un but. Je sais pas ce qu'aurait fait 10 à 6, mais en tout cas, il est fautif sur l'action. Disasi était titulaire depuis le match de Lille mi-novembre. Ah ouais, il a enchaîné de dingue. Hein.
Après, Voilà. j'avais pas le détail en tête, mais ça m'étonne pas, en Bah, fait. je suis allé regarder. Ils sont titulaires avec Badiachil depuis Marseille, début Oui, ça, mars. oui, ça par contre, oui, oui. Mais de toute façon, moi, pour moi, et enfin, on en parlera quand on fera notre émission bilan, et pour moi, c'est la bonne surprise, c'est la plus grosse progression de l'année. Dizazi, c'est ce que j'attendais de lui l'année dernière, en fait. Et ce qu'on n'a pas vu, c'est ce qu'on voit cette année. Donc ouais, j'étais surpris de pas le voir titulaire. Même si tu l'as dit, Patrice, cette saison, Maripane n'est pas non plus mauvais. Ce soir, on va y revenir. Il est forcément fautif sur le but, mais bon, avant la rencontre, j'étais pas plus que ça scandalisé de voir Maripane titulaire. J'aurais été moins choqué que ça soit à la place de Badiachil, en fait. C'est plutôt ça. Je trouve que Dizazi a passé très légèrement les deux autres, hein. Encore une fois, on parle quand même de trois vraiment qui tournent de manière assez équitable, en tout cas hors blessure sur les deux postes. Rien à ajouter sur le reste de la compo, il n'y avait pas de surprise, hein. Pas de Gelson, pas de Boadou, Yep. pas de Sidibé. Pas de Diop, Oui, évidemment, mais qui d'ailleurs, Diop, on y reviendra évidemment, n'est même plus rentré. Le match maintenant, Damien, on l'a dit, hein, globalement c'est chiant, on s'est quand même bien fait chier ce soir, on peut pas dire le contraire. C'est ces deux frappes sublimes de Tchouaméni qui nous ont un peu fait sortir de notre canapé, surtout la deuxième, évidemment. Qu'est-ce que tu as envie de retenir même de cette première mi-temps, hein, de manière globale, avant qu'on marque? J'ai plus la minute en tête, mais c'est plutôt en fin de mi-temps qu'on arrive à trouver Ouais, la solution. on marque à la 42e. Et c'est vrai que avant ça, j'ai juste souvenir en fait d'une bonne occasion sur corner avec déjà Tchouaméni qui reprend de la tête et Voland qui est un petit peu trop court pour reprendre au second poteau. Après, c'est vrai que moi, ce que je remarque, c'est quand même qu'on a beaucoup vu Lille réussir à jouer dans notre dos. Et notamment pas mal côté droit avec Maripane, entre Maripane et Aguilar, un Wea qui a pas mal exploité aussi les failles et la profondeur. Donc c'est vrai que c'est un peu sur ce plan-là où on a été un peu en difficulté. J'ai trouvé aussi que même dans les seconds ballons, on n'était pas forcément au rendez-vous. Maintenant, il n'y avait pas non plus un grand danger sur notre but, hein. C'était surtout une alternance un peu de phase de possession. Lille qui arrivait à trouver les bonnes passes pour quand même faire mal, mais voilà, Nubel a fait juste un arrêt, je crois. Il y a 2-3 tirs à côté, dont un de Wea d'ailleurs qui arrive côté gauche du but, qui tire à côté de manière un peu inexplicable. Un petit peu gêné aussi, mais bon. Donc c'est vrai globalement, de toute façon, on le voit dans les statistiques, même si c'est le match en entier, ils ont quand même frappé 15 fois au but, contre nous 9 et cadré 5 fois et nous 3. Donc oui, ça veut dire également que les gardiens n'ont pas eu grand-chose à faire, même si Nubel semble avoir un peu plus d'arrêt à faire en deuxième mi-temps. Donc oui, il y en a certainement qu'un seul en première période. Voilà, il y a une période, hein, ouais. Il y a une période qui suit ou qui précède le but ou qui la suit, enfin je sais plus exactement, mais c'est vrai qu'il y a 2-3 situations chaudes qui vont faire que Nubel va devoir un peu s'employer. Mais oui, et c'est vrai qu'il y a un gros temps fort lillois autour de leur but. Mais au-delà de ça, voilà, c'est vrai que des soirées pas trop compliquées pour les gardiens et même pour Jardim en face. C'est vrai que même les deux buts qu'il prend, voilà, c'est des frappes de loin. Chose assez rare justement chez nous cette saison pour le souligner, quoi. Patrice, pareil, cette première mi-temps pas très folichonne, et puis un peu déçu également par ce qui fait souvent notre force, à savoir quand même notre côté droit, essentiellement Vanderson, mais même avec Aguilar ça se passe plutôt bien, et bon, on y reviendra bien sûr dans les perfs individuels, mais il n'y a pas eu ce qu'on était habitué à voir ces dernières semaines, avec des dédoublements, avec des vraies bonnes situations, des centres en retrait, un peu de folie, ou même de l'autre côté, avec Caillot et Golovin qu'on voit un peu moins, mais qui sont peut-être un peu plus précis, un peu plus cliniques dans ce qu'ils font habituellement. Là, globalement, j'ai la sensation beaucoup plus située dans le cœur du jeu.
Ouais, non, franchement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur cette première mi-temps. Comme on le disait tout à l'heure, on a réussi à ressentir une seule action vraiment dangereuse avec la tête de Tchouaméni en 1000 buts. Et comme tu viens de le dire, il n'y a même pas, au-delà des actions, il n'y a même pas de situation, de moment où on pourrait croire qu'on va se créer une occasion et on raterait la dernière passe ou la dernière action. Non, il n'y a même pas ça en fait. On a l'impression qu'on a vraiment eu du mal à construire pour se projeter devant. Clairement, il y a eu un souci avec Vanderson qui perdait énormément de ballons. Genre, à chaque fois qu'il s'approchait un peu trop près de la surface, là où d'habitude il fait plutôt des bons choix, là on perdait assez rapidement. Assez similaire, je trouve, aussi du côté de Golovin. Donc on avait vraiment l'impression qu'on avait du mal à passer le rideau défensif de Lille pour aller se créer quelques petites occasions. J'ai vraiment l'impression en fait, que Lille nous avait dominé, c'est eux qui avaient tenu le ballon et qu'on avait plus ou moins pas à se projeter en contre-attaque. Et pourtant non, on a la possession sur cette mi-temps-là. C'est assez surprenant, quoi. J'ai pas eu cette sensation de cas visuel. Bon, après c'est 51%, c'est pas non plus fou, mais j'ai vraiment l'impression que c'est Lille qui nous avait dominé sur cette première mi-temps. Bon, certes, parce qu'à mon avis, ils font quand même plus d'actions, plus de frappes que nous. Je pense que c'est parce qu'ils ont aussi peut-être un jeu un peu plus direct que nous. C'est le sentiment que j'ai eu sur cette première mi-temps. Ouais, c'est vrai qu'avec David, Bamba, Wea, c'est peut-être un peu plus des profils de profondeur, moins que Ben Yedder et Folland. Mais c'est vrai que dernièrement, souvent à la fin des matchs, on était évidemment content, mais souvent on se disait, en début de match, on a eu quand même 2-3 situations intéressantes. Ben Yedder, même sur l'ensemble de ses 60 minutes jouées, parce qu'il joue vraiment beaucoup plus. Je me rappelle la semaine dernière, quand il sort face à Angers, je me dis, putain, mais c'était le moment de rattraper Mbappé, quoi. Parce qu'il en rate un paquet quand même d'occasions, un paquet. Il en rate bien 2-3 qui pour un joueur de son niveau et pour la saison même qu'il nous fait cette année, qui est encore une fois une énorme saison, qu'il aurait dû mettre peut-être. Mais ce soir, c'est même pas le cas. Ce soir, Ben Yedder, j'ai aucun souvenir où je me suis dit, là, il n'a pas été très en réussite. Il a eu absolument rien à se mettre sous le pied comme ballon intéressant devant. Et Folland, j'ai la sensation que c'est un peu pareil, même si c'est pas tout à fait le même rôle. Il s'est pas non plus vraiment retrouvé en situation intéressante. Et puis il y a eu le but, donc Damien, on en parlait. Pour le coup, une vraie belle récupération de Vanderson. Et puis derrière, moi je le disais, c'est le message que je vous ai envoyé. Malgré tout, ce but, c'est notre trio fort. En tout cas, depuis que l'équipe joue vraiment bien, là, depuis quelques semaines, il y en a d'autres qui sont très bons. Les Fofana fait beaucoup de bien, évidemment. Folland qui revient à son niveau. Mais j'ai la sensation, il faudrait qu'on voit tous nos débriefs et qu'on ressorte les stats. C'est vrai qu'on devrait noter au fur et à mesure, mais que vraiment Vanderson, Tchouaméni et Ben Yedder, c'est les trois qui ont été le plus souvent dans nos tops, en fait. Oui, alors je sais pas si on a tant mis que ça un Vanderson par exemple. J'ai la sensation que pas mal. Je veux dire, pour le fait qu'il soit arrivé au mois de janvier, je parle pas sur la saison. Oui, peut-être, oui. Mais sur la saison, forcément, il doit être battu. Après, ce qu'on peut voir, par contre, dans ce qu'on peut vérifier, c'est avec aussi les équipes types de l'équipe. Et là, pour le coup, Vanderson, il est déjà à sa troisième présence. Il en avait eu une contre Rennes, une contre Nice. Tchouaméni, pareil. C'est bon. Pas ce soir. Pas ce soir. A priori, non. Mais voilà, c'est vrai que Tchouaméni aussi, il en a eu deux là, pareil sur Monaco et sur Rennes et Nice. Donc c'est vrai que c'est vraiment les trois joueurs qui et avec Disasi aussi derrière quand même. Oui, non, mais il y en a d'autres encore une fois. Oui, il y a les deux meilleurs joueurs de l'effectif avec Tchouaméni et Ben Yedder, ça c'est une certitude, et que ils évoluent vraiment à un haut niveau. Et puis il y a le côté un peu dynamiteur de Vanderson qui a apporté quelque chose de différent à son arrivée, beaucoup de fraîcheur, même si on va reparler évidemment de son match dans les performances individuelles, parce qu'il y a à redire, mais c'est vrai que il a apporté vraiment un truc différent, un profil différent à l'équipe. Et c'est vrai qu'on a vu tout de suite avec lui des différences. Et là, donc, il est clé, parce qu'on en revient au but, il est clé donc sur le but, Patrice, et puis Ben Yedder derrière qui joue très bien le coup, qui attend, qui fixe un peu la défense pour Tchouaméni, qui donc, Damien, marque en dehors de la surface. À l'entrée, en tout cas. À l'entrée, chose très très rare. Mais donc, ce but, Patrice, il fait beaucoup de bien.
Et puis ça vient de Tchouaméni que certains auraient pu croire déstabilisé par ce qui était sorti cette semaine. On pourrait dire ça. Je me sentais obligé. Hein. Pardon. Non, parce que quelques jours avant, on nous annonce comme quoi finalement il pourrait rester à Monaco pour aller jouer la Ligue des Champions. Puis après, derrière, on nous ressort que maintenant c'est fait dans sa tête, il veut partir un peu n'importe où. Donc bon, non, il a l'air quand même bien concentré sur sa fin de saison. À la preuve sur il a l'air de, oui, voilà. Voilà, pour l'instant, il se concentre là-dessus. Il est pro, sûrement, c'est tout. Ouais, voilà, c'est un mec. On sent. Ou pas. Certains, ils vont y voir un bon signe. Coucou Pierre. Il se dit, j'ai envie de jouer la Ligue des Champions avec Monaco. Donc pour ce faire, il faut qu'on gagne des matchs. Donc les autres n'y arrivent pas pour une fois. Donc je prends les choses en main. Mais oui, moi je crois plutôt à la version de il est pro et c'est très très bien. Et il fait son taf à 100%. Et en plus, marquer 2 buts, c'est un énorme bonus. Moi, je veux dire, c'est pas du tout ce que j'attends de Tchouaméni, quoi. Quand il fait un bon match, c'est pas parce qu'il a marqué 2 buts. Tout le monde le dit. Hein, là, si on voit même l'interview d'Isidore, pareil, il en parle de Tchouaméni. C'est vraiment un exemple en termes de travail. Il fait tout bien. Et d'ailleurs, mais ça se voit de toute façon. C'est finalement sa progression. Alors évidemment qu'il a du talent et que ce talent, il en faut pour afficher un tel niveau de performance. Mais quand on fait les choses bien, quand on fait les choses de manière rigoureuse, comme il les fait, à un moment donné, la progression, elle est juste logique en fin de compte. Donc voilà, pour moi, c'est une belle progression, c'est une progression logique qu'on voit avec Tchouaméni et ça récompense un état d'esprit complètement professionnel et intègre, quoi. Donc c'est super. On aimerait en avoir plus des joueurs comme ça, je pense. Ouais, le capitaine, il est quand même un peu pareil. Hein. Il est plus vieux, donc il a plus d'expérience. C'est autre chose. C'est vrai que pour un jeune joueur, c'est encore plus louable d'avoir ce comportement jusqu'au bout, même si évidemment, quand il va partir cet été, ça va pas être content et ça va peut-être un peu lui cracher dessus parce qu'on sait pas comment vraiment ça va se faire. On espère que ça va être propre. Mais même si moi, encore une fois, et on en parle souvent dans les murs des légendes, Damien, je m'en fous un peu de la manière dont les joueurs partent. De toute façon, à partir du moment où ils partent. Donc tant qu'il joue jusqu'au bout, le jeu après, à peu près. Voilà. Après, pour Tchouaméni, c'est vrai qu'on pourra regretter le fait de pas être, le fait qu'il restera pas si longtemps que ça. On pourra aussi regretter le fait que ce niveau de performance et le niveau de performance de l'équipe à 2 reprises sur les secondes parties de saison, à chaque fois sera trop juste pour amener des titres. Là aussi, c'est ça qu'on aura encore des regrets en fin de saison, comme l'année dernière en fait. Et oui, mais ça c'est. Je parlais du mur des légendes, mais c'est comme Ben Yedder. Ouais. Ben Yedder, pour le moment, ne peut pas être une légende parce qu'il n'a pas de titre, parce qu'il a tout le reste. Alors, il peut avoir une émission un peu comme un Klinsmann ou comme je sais pas qui qu'on a fait qui ont pas de titre du tout. Il y en a pas tant que ça chez les attaquants parce que même Nonda, il a quand même arraché un petit titre. Donc ouais. En tout cas, voilà, Monaco. Pour en revenir au match, messieurs, qui mène donc 1-0, c'est la mi-temps. Et la seconde mi-temps, Patrice, qui va guère être beaucoup plus joyeuse. Globalement, quand même, ce soir, on gagne, donc c'est génial. Hein, mais si on fait match nul, là, tout le monde gueule. Hein. Ouais, on démarre comme la première mi-temps, quoi. On propose vraiment rien. Et sur celle-ci, Lille a encore plus pris le ballon et a vraiment essayé de revenir au score, même très très rapidement dans le match. Et on a eu du mal à construire derrière, à essayer de profiter des contre-attaques et on a très peu d'occasions, quoi. J'ai quasiment rien noté, moi, jusqu'au but de Tchouaméni, parce que on s'est jamais vraiment mis en situation pour avoir une frappe dangereuse à faire sur Jardim. Ouais, heureusement qu'il y a cette frappe et qu'il sort vraiment de nulle part, quoi, parce que sinon l'égalisation elle nous fait vraiment très très mal à la tête. Hein. Et surtout qu'on a les problèmes de la première période, on les a pas réglés en fait à la mi-temps. On a continué de voir ces mouvements assez verticaux côté lillois qui nous ont toujours fait mal en fait. Donc ils ont vraiment réussi à trouver des bons circuits pour se mettre en bonne, pour vraiment s'approcher du but. Et c'est vrai qu'ils ont mieux réussi par contre à se mettre en situation de marquer en seconde période qu'en première. Mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais vraiment réussi à couper ces circuits de passe chez eux et qu'on n'a jamais vraiment réussi à bien couvrir la profondeur. Des problèmes qu'on n'a pas trop réglés à la mi-temps. Ouais, je pense qu'il aurait peut-être plus fallu remettre un milieu de terrain un peu plus pour aider Tchouaméni et Fofana. Pour il t'a exaucé, il a mis Jean Lucas.
Alors, super tardivement, mais... quoi. Genre, quand il fait le choix de sortir Golovin, j'aurais préféré qu'il sorte Vanderson à ce moment-là pour laisser Golovin après sur un côté ou le mettre au milieu de terrain, quoi, et essayer de réadapter et pas de rester dans son 4-2-3-1 pour essayer de proposer plus de solutions au milieu de terrain pour que nous on puisse ressortir déjà plus facilement les ballons et peut-être un peu les bloquer. C'est vrai qu'ils arrivent assez facilement à faire circuler le ballon de droite à gauche et essayer de nous prendre après sur les côtés. Parce que oui, justement, tu viens d'en parler, Patrice. Il a quand même effectué des changements. C'est vrai que c'est du poste pour poste. Ça change pas vraiment la manière de jouer de l'équipe. Les profils sont légèrement différents. Mais donc, Jakobs va remplacer Golovin 56e et 10 minutes plus tard, c'est Ben Yedder qui va céder sa place à Myron Boadou. Donc, entré à la 66e. Si, je vous jure, il a joué 25 minutes ce soir. C'est pas une blague. Voilà. C'était tôt pour Ben Yedder. Ouais, puis c'était tôt pour Boadou aussi, peut-être. Enfin, tu vois, du coup, les deux ensemble, c'est trop, en fait. Je pense que c'est surtout ça qui fait qu'on a l'impression que Ben Yedder a dû jouer un peu plus longtemps. C'est qu'il derrière, il a vraiment rien fait. C'est un petit peu ça. Donc, et surtout, Damien, Lille va égaliser donc juste après. Au final, c'est la 69e. Et là, tu te retrouves de nouveau à égalité et tu as fait sortir ton patron, enfin ton deuxième patron, ton copatron, voilà, avec Tchouaméni, et tu te dis merde, comment on va faire pour marquer en fait. Du coup, maintenant ça va devenir compliqué. Ouais, et puis surtout, on a vu, comme je disais, c'était beaucoup de notre côté droit qu'ils ont pas mal appuyé et en fait, ils ont un peu appuyé sur le point faible de ce soir, à savoir Guillermo Maripane qui sur le but. Alors la frappe est très belle. Ouais. De la part de Gomez, mais la passivité de Maripane avec laquelle, la façon qu'il a de s'effacer avant qu'il puisse se mettre en position de frappe m'étonne, pour ne pas dire qu'elle me déplaît. Je croyais que tu allais faire un parallèle avec une Roger Mendy. N'allons pas jusque-là. Non, j'allais pas aller aussi loin quand même. Ouais. On jouait que Lille, on jouait pas Marseille. Oui, mais ça peut arranger Marseille. Ça pouvait éventuellement arranger Marseille. C'était ça le système, Damien. C'était pas que leur match, sinon c'est pas trop intéressant. Mais non, mais on prenait des valises aussi cette année-là contre Marseille. On avait pris un 3-0, je crois. Mais bon, voilà, c'est vrai que défensivement, il a été absent sur cette occasion. C'est un peu symptomatique de son match. Et puis, Patrice, heureusement, on en parlait évidemment, on en a parlé dans notre 3 points. On a quasiment déjà fait son point top sur lui il y a quelques instants. Tchouaméni, donc, qui sort cette frappe extraordinaire à 30-35 mètres du but. Plutôt ras de terre, poteau rentrant. Celle-là, Fofana, il rêve de la marquer. On est tous d'accord. Et il l'attente. Il l'attente souvent. Il l'a essayé pourtant. Surtout que c'est même pas sur une action limite anodine, quoi, parce qu'on n'est même pas vraiment en phase de contre-attaque, parce que justement, je crois que c'est Boadou qui temporise le jeu, au lieu de partir en contre-attaque tout de suite, il temporise pour justement laisser remonter le bloc et qu'on puisse construire. Mais Tchouaméni était au sol en plus à ce moment-là. Ah, c'est quand il prend son coup et du coup il reste un moment au sol. Ouais. Et d'accord, donc, juste après. Il est un petit peu énervé en fait. Il est certainement un peu énervé. C'est l'adrénaline un peu con qu'on peut tous avoir dans ce genre de situation. Il se dit putain, je vois le ballon, je vais mettre une grande mique dedans et puis là ça a fait ficelle quoi. Ouais, parce qu'il est libre de marquage, mais bon, il y a quand même 3 Lillois qui sont devant lui. Et du coup, il met une super frappe qui tape le poteau et qui rentre. Donc forcément, c'est très compliqué pour Jardim, qui doit en plus, à mon avis, être un peu masqué par les défenseurs et pas voir le départ de la frappe, qui est en plus très très rapide. Et il se couche pas assez vite pour pouvoir la choper, et heureusement pour nous. Et ça fait vraiment un superbe but. Ouais. Jardim, il avait pas fini de monter son mur, là. Le dernier quart d'heure, il va pas se passer grand chose. Nubel va faire quelques arrêts, ou en tout cas quelques sorties de bonnes à propos. Il va plutôt bloquer les ballons ce soir. Moi-même, je suis surpris, parce que c'est vrai qu'il est quand même plutôt habitué à à les dégager très loin, mais ce soir c'était plutôt je bloque. Dans l'axe. Évidemment, ou dans l'axe. Évidemment, Damien, pour faire plaisir à nos fans, il faut faire quand même le petit point Jean Lucas, qui est rentré à 10 minutes de la fin. À la place de Kevin Folland, il a eu le temps de nous faire des belles trucs, des beaux
il a eu le temps, quoi. Il a eu le temps. Oui, on fait pas d'omelette on fait pas d'omelette, quoi. Mais non, voilà. Mais j'ai noté une bonne interception de sa part. Enfin, il était sur la trajectoire du ballon. Après, voilà, c'est ça. Il y a surtout une combinaison de l'espace entre Boadou et lui. Le mercato d'été. À une frappe. Le mercato d'été en feu. Voilà. Oui. Ouais, je pense que là, elle doit être dans le port du Havre, la balle. Non, il nous a bien bouffé une contre-attaque aussi. Ouais. Après, bon, il prend sa chance, il la joue tout seul. Pourquoi pas, dans l'idée, s'il arrive à passer le dernier défenseur et ne serait-ce que frapper au but. Mais bon, le problème, c'est que... On les a pas super bien joués, je trouve, ces contre-attaques aujourd'hui. On en a pas eu énormément. On a beaucoup moins procédé par transition aujourd'hui. On a eu en tout cas moins les opportunités, mais c'est vrai que même celles qu'on a eues, je trouve qu'elles ont été pour la plupart assez mal jouées. Hein. Les tops et les flops maintenant, messieurs. Donc Monaco s'impose 2-1, Monaco est deuxième provisoirement. Bon, le top, évidemment, il n'y a aucune surprise, c'est Tchouaméni. On en a mis qu'un. Je trouve ça malgré tout un peu sévère parce que c'est quand même une victoire à Lille importante. Certes, des Lillois qui jouent plus grand-chose, mais dans un stade, vous savez qu'on n'en a pas parlé, mais alors complètement à faune ce soir. C'était évidemment volontaire, hein, mais vide et à faune. Ils se sont bien marrés, hein, visiblement, dans les tribunes. Quentin, qui était au match, nous a envoyé des petites vidéos, ça faisait la chenille. Bon, c'était une autre ambiance, quoi. Mais c'était déjà mieux que balancer des fumigènes et des... Par contre, il y en a un qui a... je crois, je sais pas si c'est Botman, mais à la fin du match, il les a méchamment taclés, les supporters lillois, il me semble que c'était lui. Il a dit, franchement, pour faire ça, vaut mieux qu'il reste chez eux. Ouais, bon, il s'en va de toute façon, lui. Oui, il s'en va, il va avoir des problèmes quand même. A priori. Donc voilà, hein, Tchouaméni, je crois qu'on en a bien discuté quand on était sur la fin de première mi-temps, donc il n'y a rien à rajouter. Hein, voilà, c'est le patron, il va nous manquer. Voilà. Je fais juste une précision. On a attendu 2 ans pour remplacer Fabinho. On a trouvé son remplaçant et maintenant il va falloir remplacer Tchouaméni, messieurs. Je précise une chose, tu as dit il va rester 2 matchs. Non, il va pas rester 2 matchs, il va rester 2 finales. C'est pas pareil. Ça a son importance. C'est vrai. Pour une fois qu'on les gagne, qu'on parle de finale. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Pour une fois qu'on parle de finale et qu'on les gagne, les flops maintenant, bon, pareil, c'est un peu le pendant inverse. C'est vrai que le match est très décevant ce soir, donc on en a mis 3. On aurait peut-être pu se limiter à 2, mais d'un autre côté, ils n'ont pas été bons ce soir. Donc je parle de Maripane, Golovin et Vanderson. Qui a envie de faire quoi? Je veux bien Vanderson. Eh ben vas-y, c'est parti. Vanderson, depuis le début qu'il est arrivé, je crois quasiment une fois sur 2, je le mets dans mes tops tellement qu'il m'impressionne par ce qu'il peut faire, son rendement. À chaque fois qu'il joue en plus à ce poste de ailier, je trouve vraiment très très bon et très très intéressant par l'utilisation qu'en fait Clément, qui est assez particulier, parce que du coup il se retrouve très rapidement attaquant central. Il apporte vraiment du poids en plus sur notre attaque à Wissam qui est un peu tout seul dans ce système en 4-2-3-1. Sur ce match aussi, absolument pas. La preuve, il a fait 0 frappe. Je crois que ça va être la première fois sur un match où il joue ailier qui ne frappe pas une seule fois. C'est surtout énormément de ballons perdus. J'ai regardé, c'est 12 ballons perdus, c'est beaucoup. Et heureusement pour lui, il y a cette action où du coup il sent bien le coup, il va vite presser le défenseur pour lui récupérer le ballon et arriver à faire une très belle passe à Wissam. S'il n'y a pas ça, son match est vraiment catastrophique de A à Z, je trouve. Il est aussi sur l'action du but lillois, parce que c'est lui qui court après Gomez pour essayer de le rattraper mais qui n'y arrive pas. Donc voilà, bon après ça peut arriver, hein, il a peut-être la petite pause, il a fait un peu du mal. Décisif malgré tout, comme tu le dis bien. Donc c'est vrai que la rencontre n'est pas bonne, mais... On espère qu'il se remette bien à l'endroit pour les 2 derniers matchs qui restent, parce qu'on a vraiment besoin de lui, parce que derrière, Gelson, il est blessé. Diop, on a pu voir que c'était pas trop ça. Donc si on veut pas avoir un côté droit Aguilar Sidibé, il vaut mieux que Vanderson soit en forme. Damien, je sais pas, j'ai envie de peut-être parler de Maripane, même si Maripane, je crois qu'on a bien résumé, c'est essentiellement son... Enfin, tu en as déjà pas mal parlé, qu'on était en difficulté côté droit, et puis le but, évidemment. Ouais, c'est pour ça, voilà, ça résume pour moi son match compliqué.
Et je trouve quand même le piètre défenseur que j'ai toujours vu en lui, même s'il y a eu des... Mais c'est, voilà, je trouvais qu'avec Disasi, justement, Disasi a beaucoup plus... a une meilleure conscience, j'ai l'impression, de ce qui se passe dans son dos. Là, j'ai l'impression que Maripane, il le voit jamais, il en prend jamais, il prend jamais les informations en fait. Et là, ce soir, ça me gêne énormément, hein, ce que j'ai vu de la part de Maripane. Il n'y a aucun duel au sol remporté. Donc ouais, non, c'est vite retourner sur le banc week-end prochain là. Ouais, je pense que... C'était son anniversaire, il n'a pas été à la fête, hein, si je puis me permettre. Ouais, c'était ses 27, 28, 27. Ouais, je sais pas, beaucoup trop, j'en sais rien. C'est surtout qu'il fait beaucoup plus. Mais bon, oui, ça, comme beaucoup de sport, oui, comme beaucoup tu de parles en termes aussi. En vitesse, ouais, il a déjà la vitesse d'un mec de 42 ans. Ouais. Et il a bientôt sa vitesse dans FIFA, c'est-à-dire 34. 34. C'est assez terrible. Ouais. Et enfin, la vitesse de Carlos Sainz qui vient de se cracher, donc si vous l'avez sur votre Fantasy F1, enlevez-le. Non, dis rien parce que faut pas que Boris le sache avant de... On dit rien à Boris. Ça, le temps que l'émission sorte, d'ailleurs. Oui, peut-être. Les qualifs, c'est demain, donc il aura le temps de changer. Oui, c'est vrai. De mon côté, donc Golovin, ouais, pas terrible non plus, assez neutre. Toujours, c'est quand même cette capacité à plutôt bien tirer les coups de pied arrêtés. Tchouaméni, on l'a dit, sa tête, il y a possibilité de faire mieux, même si, bon, voilà, encore une fois, il fait un super match, donc on peut pas non plus le mettre à son discrédit. Moi, surtout, ce qui m'a un peu frustré, c'est qu'en première mi-temps, à plusieurs reprises, il a fait des très bonnes choses techniquement dans des petits espaces, et puis ça se terminait sur une énorme bouse, sur une passe dans les pieds adverses, sur une incompréhension avec ses coéquipiers. Et du coup, c'est dommage, parce que tu commences à faire quelque chose de bien, mais si c'est pour que ça termine comme ça, au final, c'est le résultat qui compte. Donc, ouais, décevant Golovin, sorti à la 56e, plutôt logiquement, par un Jacobs qui, lui, avait fait une bonne rentrée la semaine dernière. On en parlera vite fait, un peu moins à son aise aujourd'hui, je pense. Pareil, Nubel, je vais le faire très rapidement. Bon, il prend un but, il fait son match. Le but, c'est compliqué d'aller la chercher, malgré tout. Il fait pas souvent l'effort quand même. Dire quand il sait qu'il est battu, quoi. Il n'y a pas de... Pour la photo ou pour l'effort, je vais essayer de faire un plongeon, un truc, même si c'est évidemment très très compliqué. Donc c'est vrai qu'on a souvent un peu cette sensation que quand il prend des buts, il est vraiment statique parce qu'il bouge pas beaucoup. Moi, malgré tout, je continue de le dire, j'ai envie de le garder pour la saison dernière. Je trouve qu'il a progressé. Prochaine, oui, pardon. Je trouve qu'il a progressé, oui. Donc, oui, pour moi, ça doit être le gardien de la saison prochaine. Mais c'est ça, en fait. C'est à cause de ça. C'est parce que moi, je sais ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, voilà. Tu le sens? Ah, je le sais même, je suis allé dans le futur. Je le sais. Et on n'aura plus de Tchouaméni par contre. Hein. Désolé Pierrot, mais là j'ai rien pu faire. Badiachil, qui veut s'occuper de Badiachil? Patrice. Patrice alors. Du coup. Non, sur ce match aussi, franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Je trouve qu'il est plutôt solide. Après, au niveau du marquage, c'est vraiment assez limite. Je trouve que ça partait limite un peu des fois dans son dos. Quoi. C'est toujours assez tendu. Heureusement que du coup, au niveau de la pointe de vitesse, il a réussi du coup à ne pas se faire prendre, que ce soit par Jonathan David sur la première mi-temps, puis après. C'est un peu tourné, je pensais que ce soit Gomez qui était sur lui, donc ça a dû se décaler. Pour moi, il est dans la continuité de ce qu'il fait depuis qu'il est revenu de sa blessure, à vraiment des matchs où il est très très solide. Il bloque bien son vis-à-vis. Il apporte après sur les relances, sur les constructions. Bon, on l'a un peu moins vu sur aujourd'hui, parce qu'on a un peu eu du mal du coup à construire. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que lui aussi il progresse, et tant mieux. Nos latéraux maintenant, messieurs, Caio Henrique et Ruben Aguilar. Bon, Aguilar, un peu un match comme d'habitude, enfin comme souvent en fait, c'est qu'il est assez transparent, le mot est dur, mais il est là, c'est l'homme, un homme sûr. C'est devenu un homme sûr, c'était un homme un peu transparent et qui faisait des conneries, maintenant c'est devenu un élément sûr. Je trouve qu'il est quand même, il fait quasiment plus d'erreurs, mais il fait pas non plus d'énormes différences. Et par contre, Caio qui lui nous habitue à être un peu plus up and down sur le côté attaque-défense,
il a fait un peu plus un match à la Aguilar ce soir. J'ai rien à lui reprocher, mais j'ai rien noté non plus de très folichon. Je sais pas, peut-être que vous avez un autre avis sur la situation. Non, justement, je suis d'accord sur Caio, c'est qu'il a été sobre, c'est-à-dire qu'offensivement, il n'a pas forcément été très, très en vue, mais il a été très rigoureux dans son positionnement défensif, ce qui est pas forcément le Caio qu'on a l'habitude de voir en fait. Donc c'est vrai que finalement, je suis plutôt agréablement surpris d'avoir vu ce Caio un peu plus sérieux défensivement et qui a un peu mieux fermé son couloir. Comme je disais, voilà, entre Maripane et Aguilar, ça a beaucoup insisté de la part des Lillois. Donc c'est vrai que là, je trouve qu'il y a eu une entente qui s'est pas faite entre les deux, j'ai l'impression, et voilà, ils ont été un peu débordés quand même, je dirais, Aguilar. D'accord. Ça vient peut-être du manque d'habitude justement de jouer ensemble, parce que ça fait un moment que les deux n'avaient pas joué ensemble. Est-ce que tu disais sur Enrique, le fait que du coup il a été plus présent défensivement, je trouve qu'on peut faire le même parallèle sur Aguilar, parce que je trouve qu'on est très très peu vu offensivement comparé aux autres matchs où il se projette énormément. Je trouve que c'est plus... Justement, moi, c'était mon propos, c'était de dire que c'était plus habituel, je trouve, chez Aguilar, et c'est pas une mauvaise chose. Je trouve que sur son côté, il combine avec Vanderson, certes, mais c'est essentiellement Vanderson que tu vois dans les derniers gestes, alors que de l'autre côté, tu vois beaucoup Caio. D'ailleurs, il y a une raison si c'est notre meilleur passeur décisif, alors qu'Aguilar, je vais pas dire de conneries, mais des passes décisives, il doit pas en avoir des masses. Non, bien sûr, ouais. Mais il trouve, d'habitude, il montre quand même beaucoup plus, il dédouble avec Vanderson, que tu le dis. Vanderson prend souvent l'axe et donc laisse le côté à Aguilar sur ce match aussi, et j'ai trouvé que Aguilar montait très très peu. Même quand tu regardes ça à Hitmap, ça va pas bien plus loin que la ligne médiane. Donc je pense que c'était des consignes, tout simplement, en fait, sur ce match aussi, que Caio et Aguilar ne se projettent pas trop, parce que en face, justement, c'est des attaquants qui sont très très rapides, et qui attendaient qu'une chose, c'est justement de pouvoir profiter de prendre la profondeur dans leur dos pour nous prendre à revers. Donc, je pense, voilà, c'était plutôt une consigne de pas monter trop. Youssouf Fofana, messieurs, qui n'a donc plus que 2 matchs pour marquer du pied. Allez, Youssouf. Ils lui ont laissé le coup franc à la fin, c'était pour la beauté du geste, hein, parce que pourquoi il lui laisse le coup franc, sans déconner? Je l'adore, hein. J'adore Fofana, mais il faut pas le laisser tirer les coups francs. Tu noteras qu'ils en ont aussi laissé un à Ben Yedder en première période. Oui, mais c'est moins choquant quand même de laisser à Ben Yedder. Il en a marqué, Ben Yedder. Si, oui. Il en a marqué un direct, splendide l'année dernière contre Nice, là, décalé, pleine lucarne. Exact, oui. Il en a marqué un direct aussi un peu plus tard, ou un peu plus tôt. Enfin, c'est quand même plutôt inhabituel. Voilà. Bon, on n'a pas de tireur de quand ils sont très très proches en fait. Il y avait Golovin là. Ouais, à la limite, il y a Golovin, mais c'est plus un tireur centreur, enfin, oui, un tireur de coup franc centreur que vraiment au but, quoi. Notre dernier tireur de coup franc au but, c'est Rames, hein. Parce que Falcao, c'était Bosquilla. Ah ouais, il y a eu Bosquilla, c'est vrai. C'est vrai. Donc pour en revenir à Fofana, sinon quand il est bien, l'équipe est bien, et moi je le trouve qu'il est bien, quoi, tout simplement. Faut juste frappe, quoi. C'est clair qu'il y a clairement du mieux, je trouve. Ce que j'apprécie là en ce moment de voir avec lui depuis plusieurs matchs, c'est un peu plus de prise de risque justement dans son jeu. Alors parfois il y a du déchet, mais je trouve qu'il ose beaucoup plus en fait. Il ose beaucoup plus, il n'hésite pas à prendre un peu les devants, balle au pied, et je trouve que c'est une évolution, une évolution positive pour lui, parce que c'est vrai que on le sentait en vouloir tenter des choses, que ce soit en début de saison ou l'année dernière, mais un peu forcé à chaque fois et pas forcément en réussite, et on voulait nous de notre côté un peu le cantonner à un rôle un peu plus défensif, justement pour lui éviter ses projections maladroites. Il y a encore des maladresses, mais il y a quand même beaucoup plus de certitude dans son jeu vers l'avant, et il y a une évolution du coup qui est positive, quoi. Oui, de temps en temps il y a quand même des petits éclairs offensifs. C'est pas Tchouaméni, mais si ça pouvait devenir Bakayoko, ça serait déjà pas mal. Nos attaquants, Folland, Ben Yedder, messieurs. Bon, c'était pas leur soirée, hein. Enfin,
C'était un match compliqué, quoi, parce que les occasions, ils les ont pas vraiment eues. Il y a peu de ballons touchés, hein. Par exemple, Volante qui reste jusqu'à la 80e, c'est 27 ballons touchés, donc c'est quand même très très peu. La stat qui tue pour les deux, c'est 0 frappe. Oui, 0 frappe, ouais. Les deux. Bien sûr. C'est ça. Pour deux attaquants centraux, c'est quand même assez rare. Ouais. Bah oui, c'est dur. Hein. Et Ben Yedder, combien de ballons en 1 heure? 56 Ben Yedder, 21. Donc c'est quand même mieux, peut-être, si tu fais le ratio. Qui a dû toucher en majorité sur le côté. Ouais. Il y a souvent des données pour aller chercher le ballon. Sur le but, quand il fixe, il la touche 4 fois d'affilée, tu sais. Ça compte 4. Oui, non, c'est pas vraiment comme ça que ça compte. Mais heureusement, d'ailleurs. Mais donc, ouais, non, c'est clair, c'était pas leur soirée. Y a mais d'un autre côté, c'est un point positif un peu tiré par les cheveux, mais malgré tout, ça en reste un. C'est qu'on gagne sans que notre duo d'attaque nous fasse à peu près tout, quoi. En 2017, alors encore une fois, c'est pas la même équipe, mais c'est vrai qu'on se rappelle que tout le monde marquait un peu, et c'était un vrai plaisir, parce qu'au final, on termine pas avec d'excellents buteurs, malgré qu'on en marque 100, 110, ou je sais plus combien. Donc c'est bien aussi que d'autres joueurs puissent prendre le relais de temps en temps, quand l'attaque est un peu en berne, quoi. Et bon, bah là, c'était Tchouaméni ce soir. Ouais, et puis après c'est plus le regret parce que moi j'ai qu'une seule envie, c'est de voir Wissam progresser encore un peu plus dans cette hiérarchie des buteurs. Alors au classement des buteurs, malheureusement je me fais une raison, hein. Mbappé a décidé que ce serait lui, donc à partir de là, quand Mbappé a décidé, bon bah tant pis, hein, tu t'inclines, mais au moins pour le tableau historique de l'ASM, c'est toujours un plaisir de voir un petit peu l'histoire s'écrire sous ses yeux. Donc voilà, après bon, c'était pas leur soirée malheureusement, mais c'était celle de Tchouaméni. Ce que je disais un petit peu, c'était le Tchouaméni contre Lille de ce soir, c'est un peu le Falcao contre Dijon de 2017, avec 2 buts qui sortent un peu pas de nulle part, mais presque, et qui a potentiellement une portée. La pression n'est pas la même, quand même. Bah c'est que la pression, tu dis l'impression ou la pression? La pression. La pression. Oui, effectivement, il n'y a pas un titre au bout, ça c'est une certitude, mais il y a quand même un enjeu assez important qui est une 2e place. Et c'est vrai que en tout cas, j'assimile un peu ce qu'a fait Tchouaméni ce soir là à ce qu'avait fait Falcao contre Dijon, parce que c'est 2 buts qui peuvent énormément compter à la fin, et qui surtout permettent à la fois de poursuivre la dynamique, et qui peuvent permettre justement de finir invaincu cette saison. Et enfin, Patrice, je vais te laisser les remplaçants, ce qu'on appelle notre trio magique des recrues estivales. Ah oui, le triangle des Bermudes. Le fameux triptyque Boadou, Jacobs, Jean-Lucas, alors que je passe enfin sur le visuel, perf individuel pour eux. Avant, j'étais sur top et flop. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais, j'ai oublié. Ça fait longtemps, je débriefe moins cette année, donc j'ai perdu les réflexes. Hein. Merde. Ça m'arrive souvent, je l'ai toujours pas pris. Hein. Ouais, c'est pas faux. Donc Patrice, est-ce que tu as je ressortirais un peu plus Jacob, sûrement parce qu'il est rentré un peu plus tôt, on l'a un peu plus vu sur le côté, un peu plus dédoubler avec Enrique, proposer des choses, faire des mauvais centres. Voilà, pas grand chose à dire. Boadou, comme j'ai dit, on l'a absolument pas vu. Dire Ben Yedder, ça a été compliqué, mais encore il déjeunait pour aller chercher des ballons, et il participe énormément à la construction, ce qui n'est pas du tout le style de jeu de Boadou, qui reste en pointe et qui attend plus les ballons. Donc, vu que déjà qu'on avait du mal à les mettre devant, sûr qu'il n'en a pas touché un seul. Et puis même ses appels étaient pas bons, quoi. Ouais. Non, il fait pas une belle rentrée. Puis c'était clairement pas un match pour lui. Pour ça, j'aurais préféré qu'on garde Ben Yedder et son profil plutôt que de faire rentrer un attaquant de pointe où on savait très bien qu'il allait pas toucher un ballon, quoi. Donc on mis sur une contre-attaque où il allait peut-être profiter de sa vitesse, et encore on a bien vu cette saison qu'à chaque fois il s'est fait rattraper. Voilà, et sinon Jean-Lucas, que j'ai quasiment pas vu, et puis je pense que les rares occasions qu'il a pu avoir, on en a parlé tout à l'heure quand on a parlé de la fin du match, hein. Oui,
Un peu dommage du coup qu'on ait utilisé encore que 3 remplacements, qu'on n'ait pas plus fait tourner, plus impliqué de joueurs sur ce match-ci. Parce qu'il n'y a clairement pas de raison. C'est pas comme certains matchs où on sent que voilà, l'équipe elle tient bien et qu'il ne faut pas changer les choses parce que ça va bien. Là, on sentait quand même que c'était assez tendu, assez crispé le résultat, que ça pouvait craquer. Donc... Tu fais rentrer qui? Tu fais rentrer Diop, mais Diop, le pauvre, il est quand même loin d'être en grande forme. Et après, c'est des défenseurs, Dizazi, Sidibé, Matarazzo. Matarazzo, ouais, mais Matarazzo. Mais bon, après, tu as déjà fait rentrer Jean-Lucas. Oui. Tu vas pas faire rentrer. Ou tu fais rentrer un défenseur central pour vraiment aller chercher la victoire, mais bon, c'est bon. Je suis pas non plus fan de ce type de tactique. En temps normal, il le fait souvent à la 88e ou qu'est-ce là. Mais là, il pouvait pas. Il pouvait plus parce qu'il avait fait le choix de faire 3x1. Donc, il avait grillé ces trois rotations. Mais bon, voilà. En tout cas, messieurs qui concluent. Donc, ça me rappelle son premier match. Oui. C'était une masterclass quand même. Il savait pas. Aïe. Je viens de m'en rappeler là. Oui, il découvre. Bon, ça arrive, hein, mais c'est vrai qu'on avait un peu l'air con avec les 2 blessures derrière, du coup. J'ai le droit à 5 changements. Bah oui, mais t'as fait tes 3 rotations. Ah merde. Ah putain. C'était assez. On s'en rappellera comme une bonne blague belge. Ouais, je crois qu'on avait gagné quand même, non? Je sais plus. Nantes, non, 0-0, je crois. Ah ouais, je sais plus. J'avoue, j'ai pas le match en tête, mais voilà. En plus, on avait 9 Covidés. Enfin bref, c'était. Donc voilà, Monaco s'impose. Monaco est donc second à égalité de points avec Marseille, mais un meilleur goal average, plus 23 contre plus 20. Les Marseillais se déplacent dimanche à Lorient, 17h. Peut-être que Marseille va perdre, c'est pas impossible. Lorient, ils jouent très clairement encore leur maintien. C'est pas encore fini pour eux. Ils peuvent encore, peut-être pas être dans les 2 derniers, mais barragistes, c'est une vraie possibilité. Donc ils ont besoin de points contre un Marseille qui a peut-être tout perdu là, en l'espace d'une semaine. L'énorme branlée au Vélodrome face à Lyon, alors qu'en plus en première mi-temps, ils doivent... Enfin bon, bref, ils doivent tuer le match. Et puis là, cette élimination... sans jouer, j'ai envie de dire, face à Feyenoord cette semaine dans un match indigne de Coupe d'Europe. Donc voilà, ça sera peut-être l'occasion pour nous. Les Rennais, eux, se déplaceront, donc je l'ai dit, cette semaine, mercredi, en match légèrement décalé à Nantes à 21h. Et puis le week-end prochain, il y aura évidemment ce Rennes-Marseille, dont on attend beaucoup. On verra. Si Marseille perd ce week-end, on sera pour Marseille. Si Marseille gagne, on verra. Ça sera peut-être bien de jouer la 3e place ou pas ou qu'est-ce. On le rappelle, la 3e place qui, quoi qu'il arrive, sera barragiste, puisque Leipzig n'étant pas en finale d'Europa League, ne gagnera pas la compétition, évidemment. Donc, ne libérera pas potentiellement une place directement qualificative en C3, sachant que de toute façon, ils ne sont même pas assurés encore d'être 4e en Allemagne. Donc, de toute façon, c'était pas fait, mais c'était encore le petit espoir que la 3e place soit qualificative. Au moins, ça s'est pas joué comme l'année dernière au 11e tireur d'une séance de tir au but. Là, on le sait directement avant la finale. Il y a moins de suspense et on pourra moins gueuler sur De Réa que l'an dernier, évidemment. Bon, voilà, merci. À noter que si Strasbourg ne gagne pas ce week-end, on est européen. On finira top 5. Oui, c'est vrai, c'est intéressant de le noter. On sera sûr d'être européen sans avoir le résultat de Nice qui récupère une place et remettre un champion. Voilà, sans compter là-dessus, on sera sûr d'être top 5. Ouais. Et Strasbourg qui va à Brest demain 17h, enfin aujourd'hui 17h plutôt, puisque le temps que l'émission soit. De toute façon, il est déjà minuit 10, donc dans l'absolu, aujourd'hui 17h. Donc on verra. De toute façon, là, je pense qu'on peut considérer qu'on va finir dans les 4 ou 5. Là, je me fais plus trop de soucis sur ça, mais maintenant, c'est est-ce qu'on va finir 2, 3 ou 4 quoi. Bon, Nantes, merci. Demain. Et aller Nantes évidemment pour la finale, pour la finale de coupe, même si dans l'absolu moi Nice, j'en ai un peu rien à foutre. Je suis pas un local, donc la rivalité avec Nice pour moi, elle est tellement pas sportive en fait qu'elle m'intéresse pas quoi. Ouais, mais bon, ça c'est. Non, mais c'est pour mettre un petit coup de rap aussi. Qu'elle est pas sportive, c'est pire que tout en fait. Mais on sait quand même que tu arrives avec un maillot de Nice en détection, tu peux te faire virer. Ah ouais. Non, c'était pas maillot de l'OM. C'était un maillot de Paris. Non, c'était un maillot de Paris. Mais bon, le gars a dit tu viens avec un maillot de Paris ou Nice, tu cherches à nous provoquer. Donc Nice était dans le lot. Ça fait partie des maillots interdits. Je suis étonné quand même qu'il n'y ait pas celui de l'OM.
Bref, on va pas épiloguer sur ça, mais on peut le comprendre. Mais déstabilisation. Pourquoi les maillots du Real, de Manchester, de Dortmund, etc. sont eux autorisés? Moi, je trouve logique, hein, mais t'autorises rien à ce moment-là. C'est le deux poids deux mesures qui gêne un peu dans cette histoire pour moi. Sinon, je suis d'accord, je trouve ça complètement con d'aller dans un club pour te faire détecter avec le maillot d'une équipe adverse, quoi. Mais c'est un peu particulier. Mais bon, si t'es le seul qui te fait avoir parce que c'est Paris, c'est là où, par contre, c'est un peu plus discutable. En tout cas, si voilà, ça avait été messieurs... Mbappé, le mec... Merci. T'imagines, c'est le prochain Mbappé, le gars, on le dégage comme une merde parce qu'il a un maillot du PSG. Mais en plus, c'est ça qui est terrible, c'est que on le connaît pas, le petit, mais c'est certainement qu'en plus il devait pas être bon, donc c'est un peu facile, quoi, tu vois. C'est évidemment que si c'est un vrai futur crack, mec, qui fait ça, tu lui dis ouais, c'est pas grave. Allez, vas-y, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Le PSG, c'est ton club de cœur. Ah, on dira que c'est le Real Madrid, t'inquiète. Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné. De toute façon, je vous émute, donc vous ne pouvez plus parler. De m'avoir accompagné donc pour cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief. Et puis on se retrouve sinon lundi, petit mur des légendes consacré à... Ah, c'est la tuile. Damien, tu peux me le dire dans l'oreillette? Parce que moi, Radamel Falcao. Ah putain, oui, à Falcao en plus. C'est terrible d'oublier ça. Ah, la conclusion. C'est terrible. En tout cas, voilà, mur des légendes, évidemment, d'une des plus grandes légendes de l'histoire du club, n'est-ce pas, Damien? Tu es mute. Après voilà. Christian d'Alger. Non, mais tu es mute de toute façon, Damien, donc tu peux toujours me parler. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.